Bonjour, je m'appelle Stéphane Côté, enseignant et auteur du livre Pratique gagnante et pédagogie 3.0. Aujourd'hui, je vous parle d'éléments qui ne sont pas dans le livre, donc c'est un prolongement de ce qui est là, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'efficience, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour générer plus d'effets aujourd'hui sur les interventions en gestion de classe. Et on va voir principalement les éléments qui proviennent des travaux de John Hattie. Alors, qui est cet homme, John Hattie? En fait, la présentation d'aujourd'hui provient du livre Visible Learning, la version de 2008. Si vous lisez l'anglais, je vous la recommande. C'est plutôt intense comme lecture parce que c'est très, très condensé. Mais si vous en voulez une version plus française, bien, sachez qu'il y a aussi une version francophone et qui est un mix d'un peu du livre de 2008 et de 2011. Alors, qu'est-ce que fait John Hattie? C'est un chercheur international sur les données probantes. Donc, lui, son travail, c'est de ramasser toutes les recherches qui se font sur différents sujets et d'arriver à faire une espèce de palmarès puis dire quelles interventions sont plus payantes que d'autres éléments. John Hattie est aussi l'homme qui a fait la préface de mon livre, donc c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Donc, John Hattie, ce qu'il a fait, c'est en fait, il a répertorié toutes les données probantes qui se trouvent présentement disponibles, puis il a réalisé que différentes interventions avaient différents impacts sur la réussite. Donc, la courbe qu'on voit qui est en haut, c'est la quantité de recherche et il a comme statué, en fait, que tout ce qui était plus bas que 0,4 comme effet sur la réussite, sur le changement de comportement ou différentes unités de mesure, bien, avait peu d'effet. Ce qui ne voulait pas dire qu'il fallait qu'on les retire de nos pratiques, c'était juste que c'était des pratiques qui n'étaient peut-être pas optimales. Aujourd'hui, je vais vous parler de pratiques qui vont commencer à 0,41 et on va se rendre avec des pratiques qui sont super payantes. Puis vous voyez, c'est plutôt rare les pratiques qui sont très, très, très payantes au niveau de la gestion des comportements. Alors, commençons sans plus tarder avec les éléments qui se retrouvent à être plus par en bas. Donc, si un élève fait quelque chose qui est inapproprié et que je lui donne une conséquence négative, il va avoir un effet sur son comportement. Toutefois, il y a des pratiques qui sont beaucoup plus payantes que ça, puis c'est le but de la présentation d'aujourd'hui. Un peu plus payant, les règles établies et ajustées avec les jeunes. Alors, parfois, dans certaines classes, l'enseignant dit « Bienvenue dans ma classe, voici comment ça fonctionne chez moi, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. » Si on établit les règles avec les jeunes, c'est-à-dire si on dit « OK, qu'est-ce que vous voulez avoir comme règles de fonctionnement? » et qu'on les ajuste aussi avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on va dire là, il y a cette règle-là, la règle des transitions ne fonctionne pas, j'aimerais ça trouver une façon qu'on soit plus efficient, plus efficace. Bien, à ce moment-là, si on travaille avec les jeunes, il va avoir plus d'effet. Vous voyez, c'est plus payant. Encore plus payant que ça, il y a les systèmes d'émulation de groupe. Personnellement, je pourrais vous faire un long verbatim sur le fait comment quitter les systèmes d'émulation. Toutefois, lorsqu'on commence comme enseignant, c'est souvent un outil qui est très, très, très aidant. Et là, ici, on a un effet de 0,70 sur le changement et le support des comportements. Je reviendrai dans une autre vidéo. Pour l'instant, essayons de voir que le système d'émulation, c'est peut-être payant, mais il y a encore beaucoup d'espace ici là, dans la caméra. Puis c'est ce qu'on va voir, là, les autres éléments qui sont encore plus intéressants. Les stratégies de lecture de témoins, c'est très, très, très payant. En fait, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'un enseignant débutant va dire « Je ne sais pas ce qui se passait dans ma classe, tout allait bien. » Puis là, subitement, ça s'est mis à mal aller. Les enseignants experts, en fait, ne sont pas meilleurs pour régler les comportements, sont meilleurs pour prévenir les comportements dérangeants. Donc, ils font quasiment autant d'interventions que les enseignants qui ont peu d'effet sur la gestion de classe, mais ils sont plutôt en prévention. La stratégie de lecture de témoins est quelque chose qu'ils font inconsciemment. Je vais vous l'expliquer ici, je vais vous l'expliciter en détail. Alors, on va s'en aller dans une belle classe, n'est-ce pas? Dans laquelle on retrouve tout plein d'élèves qui sont tous plus rigolos que les uns que les autres. L'expérience que je vous propose de mettre en pratique pour expérimenter ça, ça consiste à tout simplement donner une tâche à vos élèves, plus ou moins claire, et les laisser déraper là, tranquillement, pas vite. Je vous recommande aussi d'essayer de faire ça avant une récréation ou avant une fin de journée, au cas où qu'il soit récupérable, ce qui ne devrait pas être le cas, mais juste au cas où que ça aille mal. Donc, d'y aller comme ça. Donc, vous les laissez commencer à faire une tâche et vous n'intervenez pas sur aucune des comportements qui vont apparaître.
Alors, assez rapidement, vous allez avoir un jeune qui va commencer à soit à se désengager ou soit commencer à être turbulent. Prenez-le en note, ça va être votre premier témoin, votre témoin numéro un. C'est souvent les élèves les plus sensibles, c'est les élèves qu'on connaît, puisque c'est souvent par eux autres que tout démarre dans la classe, là. Donc, celui-là n'est pas trop difficile à trouver. Continuez à laisser aller la classe, puis tranquillement, pas vite, vous allez avoir un deuxième élève qui va sembler à s'activer puis rester actif. Par actif, j'entends comportement dérangeant ou comportement de désengagement. Et là, si vous continuez comme ça, vous allez trouver un troisième témoin, vous allez dire « Ah, c'est drôle, quand cette fille-là s'active, il y en a 5-6 autres aussi qui se décrochent suite à ça, ou ce garçon-là. » Et si vous laissez aller la faire complètement jusqu'au bout, et je vous recommanderais même de le faire avec un chronomètre pour réussir à dire « OK, entre mon témoin 1 et mon témoin 2, il se passe 4 minutes, 7 minutes, ou si vous avez une classe plus popcorn, peut-être qu'il se passe 30 secondes entre les deux. » Et pas besoin d'attendre que le plus sage de la classe commence à s'activer. Toutefois, ce n'est pas mauvais de laisser aller la classe jusque-là, puis par la suite de les récupérer puis de leur dire, bien écoutez, vous venez de vivre une expérience sur laquelle je prenais des notes sur vos comportements. Maintenant, je sais mieux comment agir. Donc, l'idée qui est derrière la lecture de témoins, quand on sait quel témoin regarder, c'est qu'on n'a plus l'œil qui se perd, on n'est pas constamment en train de faire 1001 interventions, on est plutôt en train de voir notre classe comme s'il y avait seulement 4 élèves dans le groupe et que je sais que si mon témoin 1 s'active, je sais qu'il me reste peut-être 4-5 minutes avant que le témoin 2 s'active, après 3-4 minutes avant que le témoin 3, etc. Donc, ce qui fait la différence avec la stratégie de la lecture de témoins, c'est que l'enseignant débutant ou l'enseignant qui a de la difficulté avec son groupe va souvent intervenir entre le témoin 3 et le témoin 4. Donc, il est capable de reconnaître que quand le 3 s'active, il y a peut-être le 3/4 de la classe qui sont bruyants, turbulents ou encore complètement désengagés. Et là, il va essayer de redémarrer la tâche, il va essayer de redémarrer l'énergie, le focus, l'attention sur la tâche. Alors que l'enseignant expert, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va souvent intervenir entre le témoin 1 et le témoin 2 de manière préventive, soit en changeant la tâche, soit en redonnant des conseils, soit en intervenant en prévention sur le témoin 2 pour pas qu'il déclenche parce qu'il sait c'est qui. Il va tout de suite aller voir cet élève-là et il va dire « Je suis content que tu sois en train de travailler, continue à travailler. » Donc, l'idée qui est derrière, c'est de réussir à regarder sa classe non plus comme un ensemble grouillant, mais d'arriver à retenir là, qui sont les différents témoins qui vont vous indiquer comment ça se passe dans votre classe. Donc, la stratégie de lecture de témoins est assez intéressante au niveau de la gestion des comportements. Un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, le 4 pour 1. Le 4 pour 1, en fait, c'est simple, c'est que tu fais 4 interventions positives et publiques et explicites pour une intervention négative, du style. Merci Julie, Philippe, Armande puis Jachan pour avoir sorti votre cahier à la page 35. Julie, il y a 2 Julie dans ce classe-là. Julie, peux-tu sortir ton cahier à la page 35? Donc, une intervention publique, positive et explicite qui va donner une indication aux autres élèves de ce que vous attendez voir apparaître dans la classe ou voir se maintenir. C'est bien important que ça soit explicite. Donc, souvent, les enseignants, quand on se lance avec cette intervention-là, on va féliciter des gens, puis les jeunes ne savent pas pourquoi ils se font féliciter. Le fait qu'ils ne savent pas peut causer aussi des préjudices dans la classe. D'autres élèves vont dire « Ah, ces élèves-là se font féliciter, on ne sait pas trop pourquoi. » Donc, si vous êtes avec des plus petits, maternelle, première, deuxième, vous allez avoir des jeunes qui vont dire « Hey, moi aussi, j'avais sorti le cahier à la bonne page. » Fait que ça va vous occasionner un regain d'engagement de vos élèves qui va vous surprendre dans un premier temps. Le 4 pour 1, le gros avantage, c'est que ça surpasse le système d'émulation. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on jette le système d'émulation pour faire ceux qui sont plus hauts, mais si vous voulez quitter le système, c'est un excellent outil. Cet outil-là va aussi être bénéfique parce qu'il est inépuisable. Vous pouvez faire du 4 pour 1 100 fois par jour pendant le reste de votre carrière et jamais les élèves vont se tanner. L'autre chose aussi, le 4 pour 1, j'en parle beaucoup dans le livre aussi, ce que vous allez observer, c'est que demain matin, quand vous allez faire le 4 pour 1 de façon consciente et répétée, ça va occasionner deux éléments. Le premier, c'est que dès que vous allez féliciter un élève, remarquez l'impact que ça a sur les autres élèves qui sont autour.
les féliciter de façon explicite et publique. Alors que si vous êtes constamment en train de dire après le retardataire de sortir son cahier, ça a peu d'effet sur les autres. Tandis que dès que vous allez commencer à féliciter pour les comportements attendus et ceux que vous souhaitez voir apparaître dans la classe, il va se produire un engagement, un effet domino, un effet cascade qui va être bénéfique pour votre classe. La deuxième chose aussi qui est vraiment payante pour vous, c'est qu'à force de féliciter des élèves qui font ce que vous demandez, votre attention se déplace des élèves turbulents à ceux qui sont engagés. Et quand vous commencez à envoyer ce message-là clair dans un ratio de 4 pour 1, bien à ce moment-là, de plus en plus, les élèves vont dire « Si je veux avoir l'attention de mon prof, là, il faut que je sois à mon affaire. » Ça va vraiment vous aider. Encore plus puissant que le 4 pour 1, il y a la vigie. Regardez comment c'est payant, la vigilance d'esprit. Remarquez aussi que quand vous commencez la journée, vous êtes porté à dire tout se passe relativement bien dans la classe parce que les élèves sont frais, dispos à apprendre. Mais en fait, si vous pouviez vous filmer ou simplement vous enregistrer, partez votre appareil votre téléphone, mettez-le dans votre poche puis enregistrez-vous juste l'audio de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que vos interventions sont très proactives, sont très axées sur la prévention, féliciter, reconnaître. Vous le faites de façon un peu intuitive. Puis si vous arrêtez la vidéo, mettez-la sur pause, ne touchez pas à votre téléphone, puis redémarrez-la à 2 heures de l'après-midi. Vous allez voir que vos réactions sont beaucoup plus négatives, sont beaucoup plus en réaction. Ce n'est plus des actions afin de changer ou supporter des comportements, c'est plus des réactions à ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est beaucoup moins payant. Donc, pour garder la vigilance d'esprit, il y a une vidéo en ligne, comment récupérer 1h30 de sommeil en 15 minutes. Et depuis 2003, je fais des siestes sur mon bureau ou à différents endroits dans l'école pour rester vigilant l'après-midi. Donc, une petite sieste, une méditation, une marche à l'extérieur, juste pour dire, j'aurais peut-être la correction à faire ou des photocopies, mais ça va être beaucoup plus payant pour ma classe, ma santé personnelle, d'avoir ma vigilance en après-midi. Et ce qu'il y a vraiment de méga super payant, c'est l'anticipation. On l'a vu tantôt, les enseignants experts, ils détectent le témoin numéro 1, ils vont intervenir de façon préventive et avoir une vigie très active qui va me permettre de casser l'effet domino dans la classe puis de rapidement regagner le contrôle. Les ajustements, c'est nécessairement si vous êtes trop sévère, si vous considérez que vous êtes trop sévère ou si vos élèves commencent à se désengager, on va pouvoir s'arrêter puis faire une discussion. Et l'objectivité émotionnelle. L'objectivité émotionnelle, c'est pas vrai qu'on est constant tous les jours pour plein de raisons. Des fois, des choses qui se passent dans notre vie personnelle, des fois, on s'est levé du mauvais pied. Mais ce qui est important, ça va être de communiquer avec votre classe ce matin-là. OK, faites attention, gang, j'ai la mèche courte, ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien à voir là-dedans. Toutefois, j'ai la mèche courte. Et aujourd'hui, ce ne sera plus après 2 avertissements que je vais vous demander un changement de comportement, ça risque d'être beaucoup plus court. Et là, dès que le premier élève va se rendre au 2e avertissement ou après le premier avertissement, laissez-vous aller un peu en forme d'action, de dire « Wow, là, tu arrêtes instantanément. Vous avez vu, je suis pas mal plus rapide aujourd'hui. Faites attention, s'il vous plaît, si vous voulez que le climat aille bien. » Donc, l'objectivité émotionnelle, c'est de réussir à communiquer notre état intérieur. C'est aussi réussir à produire un effet, l'effet qu'on veut sur les comportements qui se trouvent à être devant nous. C'est aussi de réussir à faire des interventions qui vont être similaires, peu importe sur quel élève nous sommes en train de faire nos interventions. Alors, j'espère que cette courte vidéo va vous aider à mettre en place des éléments que vous faites déjà, mais que vous n'avez peut-être pas mis en pratique de façon très rigoureuse afin d'avoir un climat de classe qui va être plus agréable. Et la communauté de la pédagogie 3.0, on est là pour vous accompagner là-dedans. Il y a le livre, puis il y a aussi cette série de vidéos et d'exercices et de documents que je m'apprête à vous présenter. Je m'appelle Stéphane Côté, enseignant au primaire, et j'espère que le partage des pratiques va vous aider à soulager votre tâche. Merci beaucoup pour votre écoute.